أمك لا مارشني. Comme ça, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie infiniment d'être là aujourd'hui pour accueillir Amazia Kateb. En fait, vous connaissez tous l'artiste, le chanteur engagé, n'est-ce pas? Et j'imagine que vous le suivez également comme tout le monde sur Internet, que ce soit sur le plan artistique, etc. Et vous savez également que c'était un chanteur engagé. Et je suis certaine que vous avez tous suivi ses interventions au lendemain du 22 février qui portaient sur des actions concrètes concernant la reconstruction de l'Algérie. Donc cette reconstruction porte principalement sur la réécriture de la Constitution, d'où la page Ektub Dostorek. Donc c'est dans cette perspective que Amazia Kateb vient aujourd'hui vous présenter cette optique. Je vous demande de l'accueillir fortement. Merci. Zulf Laoun, marhaba Issoun, salam alaikum. Je suis très content d'être là et de vous voir ici. J'ai vu quelques images de la marche. Je pense qu'il y en a beaucoup qui arrivent de là. J'espère que vous avez eu le temps de manger un petit bout parce que c'est pas une vie sinon. Bon, en tout cas, je suis très content d'être là et de voir les visages de la révolution en direct. Bon, avant de commencer, déjà, je voudrais vous présenter Hicham Rouibah, qui est chercheur en socio-économie, qui est doctorant et qui défend les mêmes idées que moi, les mêmes options de solutions. Il va aussi avoir l'occasion de prendre la parole et de vous en parler un petit peu, de vous expliquer un peu sa vision et ses points de vue. Est-ce que tu veux te présenter ça sert pas grand-chose, mais bon. Vas-y. Zulf Laoun. Donc je suis vraiment très ravi d'être ici. Merci à Amazir pour l'invitation. Donc, comme vient de le dire, on travaille sur les mêmes projets, à savoir quelles sont les alternatives politiques, c'est-à-dire sortir du modèle classique qui a dominé notre pays, hein, quelque part. Donc là, le postulat d'aujourd'hui, c'est qu'il va exposer les idées qu'on défend. Je vais peut-être intervenir par moment parce qu'on est sur la même ligne, donc il faudrait lui donner plus de temps à la parole. Et puis au final, peut-être ouvrir le débat. Ça serait peut-être intéressant d'avoir votre avis aussi, vos avis respectifs, parce que c'est un projet naissant, donc on peut se tromper, on se trompe certainement. On a forcément commis des erreurs dans la réflexion. Ça serait aussi le moment pour avoir vos avis et reconstruire les choses ensemble. Donc merci à vous. Bon, déjà pour une entrée en matière, je pense qu'on est tous victimes, pas seulement en Algérie, mais dans le monde, victimes du système électoral. Parce qu'on nous vend l'élection comme étant la démocratie. C'est ce qu'on apprend à l'école, on nous dit l'intikhabiyya démocratia ou démocratia l'intikhab ou hurriyat l'ikhtiyar, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est très dangereux et c'est ce qui fait que les peuples, tous les peuples du monde, sont obligés de sortir dans la rue pour se faire entendre. Parce qu'ils n'ont pas les leviers démocratiques, ils n'ont pas dans leur constitution, la plupart du temps, les leviers démocratiques pour agir directement sur la politique. Donc déjà, je pense que c'est important de redéfinir le sens des mots. Donc par exemple, quand on parle de démocratie, on sait pratiquement tous que demos kratos, ça veut dire le pouvoir au peuple. Bon. Le pouvoir au peuple, c'est quelque chose qui est assez vague si on n'explique pas comment le peuple prend le pouvoir ou comment il l'exerce. Donc, la démocratie, quand elle a été inventée par les Grecs, déjà, à la base, elle a été inventée pour lutter contre les inégalités. Parce que les Grecs se sont rendus compte qu'on n'était pas égaux. En fait, on n'est pas égaux à la naissance. كاين اللي يزيد بصحيح كاين اللي يزيد مريض كاين اللي يزيد طويل كاين اللي يزيد قصير كاين اللي فاهم كاين اللي ماشي فاهم. Il y a tout. Dans l'humanité, il y a de tout. Et donc les Grecs se sont dit finalement la seule égalité possible, c'est l'égalité politique. C'est-à-dire que un citoyen est égal à un citoyen. Et c'est ça la véritable égalité que nous ont fait gagner les Grecs il y a 2500 ans. Cette égalité, elle s'exerce comment? Elle ne s'exerce sûrement pas, ou en tout cas elle n'existe sûrement pas, à travers le phénomène de l'élection. Pourquoi? Parce que l'élection, c'est un choix. C'est en gros quand vous votez pour le meilleur. D'accord? Chacun vote pour son meilleur.
Donc, on fabrique de fait une aristocratie. Parce que Aristos, en grec, ça veut dire le meilleur ou les meilleurs, la classe des meilleurs. En faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? On choisit nos maîtres. Pourquoi? Parce qu'on leur délègue des pouvoirs, on leur donne des pouvoirs. Et donc, on est juste électeur, on n'est pas citoyen. Un citoyen, c'est quelqu'un d'autonome. C'est quelqu'un qui vote ses lois, qui les abroge, qui révoque les élus ou pas, qui agit réellement sur la politique. Alors qu'un électeur, c'est juste quelqu'un qui est hétéronome, qui n'est pas autonome et à qui on va demander un mandat tous les 5 ans, c'est-à-dire donne-moi un mandat pour 5 ans et je fais ce que je veux. Donc, gagne. En fait, nous, on croit qu'on les fait gagner en votant pour eux, mais en réalité, leur campagne électorale et tout ce qui a servi à se faire élire, c'est de l'argent en général, c'est du pouvoir, c'est-à-dire qu'il y a des pouvoirs derrière ces gens-là. Et donc, de ce fait, l'élection n'est pas démocratique et elle est profondément corrompue. C'est-à-dire que les candidats ont toujours derrière eux soit des lobbies, soit des banques, soit un système comme ici par exemple. C'est-à-dire on met des espèces d'hommes de paille ou d'hommes de représentation pour ne pas paraître directement. C'est-à-dire qu'il y a des zones d'ombre dans le pouvoir actuel qui sont dues au phénomène électoral, directement. Maintenant, si on veut, nous, déjà reprendre le pouvoir, on a intérêt à exercer ce qu'on appelle un contrôle citoyen sur les institutions et sur les représentants. Le pouvoir citoyen, c'est quoi? Le pouvoir que peut exercer le citoyen, c'est essentiellement au niveau des institutions, c'est-à-dire la mairie, la daïra, la wilaya. Là, on est sur notre terrain, on est chez nous. Donc, on n'est pas en haut de la pyramide, on n'est pas là où ils sont. Donc, au niveau des quartiers, etc., c'est là que se passe, et c'est là que devrait se passer le véritable exercice de la démocratie. Donc, pour vous expliquer un petit peu la différence entre la réelle démocratie et juste le système représentatif, donc je reviens un petit peu en arrière, dans un processus démocratique, normalement, il y a ce qu'on appelle également un tirage au sort. Donc le tirage au sort et l'élection sont deux modes de désignation. Quand on tire au sort quelqu'un, déjà, on élimine la corruption. Pourquoi? Parce que quand on tire au sort quelqu'un, ce n'est pas un candidat. Il ne s'est pas présenté, il n'est pas volontaire au pouvoir, et donc il ne peut pas être aidé par, en général, les riches, parce que c'est eux qui ont l'argent pour les campagnes électorales. Donc il n'y a pas de campagne électorale, on fait en plus des économies. Et puis surtout, il n'y a pas le phénomène de la corruption quand on tire au sort. Par contre, effectivement, quand on tire au sort, on peut tirer au sort quelqu'un d'incompétent. On peut aussi tirer au sort un escroc, ça peut arriver. Mais pour ça, il y a aussi dans la cuisine de la démocratie d'autres ustensiles qui nous permettent de nettoyer ça. Donc le tirage au sort va nettoyer le phénomène corruptif. Après, on va appliquer la révocabilité des élus. Ça veut dire que les élus doivent être révocables n'importe quand, à mi-mandat, pendant le mandat, n'importe quand. S'ils ne font pas leur travail sur une assemblée constituante, un vote de l'assemblée constituante, à la majorité, l'élu saute. Donc ça, la révocabilité, c'est aussi un levier qui permet de dire, voilà, attention, on te délègue une mission, mais ça ne veut pas dire que tu as les pleins pouvoirs. Si jamais tu fais n'importe quoi, on te dégage. Donc ça, la révocation, c'est très important. Après, il y a la rotation des charges. Ça veut dire que quand on choisit un représentant, ou quand on tire au sort un représentant, plutôt, parce que là on parle du tirage au sort, il faut qu'il sache qu'il n'est pas là pour longtemps. Il faut que ce soit un mandat court, pour que la personne soit dynamique. Donc ça veut dire que tu lui donnes, par exemple, un mandat entre 1 mois et 3 mois pour telle mission citoyenne. Et là, le gars, il est là pour 3 mois et il sait que le mandat n'est pas renouvelable et donc il va travailler plus vite, plus dynamiquement et il va vraiment apporter sa part de citoyen parce qu'il est au sein d'une assemblée constituante qui est faite de ses égaux. Et il a été tiré au sort, il n'est pas là pour prendre le pouvoir. Encore une fois, il faut bien comprendre cette notion que la plupart des philosophes qui ont étudié les phénomènes de pouvoir, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il ne faut jamais, c'est très simple, hein, ils disent il ne faut jamais donner le pouvoir à quelqu'un qui le cherche. C'est le b.a.-ba, c'est le b.a.-ba. Les gens qui sont profondément honnêtes dans le monde, c'est des gens qui ne cherchent jamais à gouverner. C'est pas des gens qui cherchent à dominer ou à gouverner. La plupart des gens honnêtes, équilibrés, c'est des gens comme nous, des gens normaux, tranquilles, à qui on peut confier une mission citoyenne et qui vont l'accomplir avec beaucoup de conscience, parce qu'ils sont au milieu de leurs égos et que de la même manière qu'ils sont regardés, eux aussi regardent les autres. Donc il y a la pression sociale positive qui rentre là-dedans. Il y a ce qu'on appelle la vergogne, c'est-à-dire
que je sois vu de manière négative ou que je sois vu de manière positive, les deux m'obligent à faire mieux. Les deux m'obligent à me battre et à me battre pour le collectif. Donc ça, c'est très important, la notion de rotation des charges. Et en plus, elle a une deuxième fonction, cette rotation des charges, c'est qu'elle éduque la société à la démocratie, à la pratique de la politique. Parce que n'importe qui peut faire de la politique. N'importe qui est capable de savoir où est son intérêt, où est son désintérêt. C'est juste un discours qu'on nous a inculqué depuis longtemps pour nous faire croire qu'il faut être spécialiste. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste de quoi que ce soit pour faire de la politique. Ensuite, dans les ingrédients qu'on appelle les filtres de la démocratie, c'est-à-dire ce qui la nettoie, donc on a dit qu'il y avait le tirage au sort, il y a la révocation, il y a la rotation des charges, il y a les mandats courts non renouvelables. D'accord ? Donc on a cité 4. Il y en a d'autres, hein. Il y a plein d'autres choses, mais déjà, ces 4 principes, si on les intègre à notre future démocratie, je vous assure que même si vous mettez Hitler au pouvoir, vous pourrez l'enlever dans la semaine. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il faut créer les conditions du plein pouvoir citoyen. Il faut créer les conditions qui font qu'on va pouvoir agir sur les politiques même si on se trompe. Et encore une fois, quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que le peuple a droit à l'erreur. Souvent, quand on parle de tirage au sort aux gens qui sont contre le tirage au sort parce qu'ils veulent le pouvoir, ils te disent non, mais ça va être des gens qui ne connaissent rien, ils vont faire n'importe quoi, etc. Le problème, c'est que ça fait 60 ans, par exemple, dans ce pays, qu'on élit des gens qui sont censés être des spécialistes et qui font aussi n'importe quoi. Donc, je pense qu'on a tous droit à l'erreur, et en plus, dans un système démocratique réel, l'erreur, elle ne dure pas 5 ans, comme dans un système électoral. L'erreur, elle dure peut-être 3 mois. Au bout de 3 mois, le gars, il est révoqué et c'est fini. Voilà. Donc maintenant, peut-être je peux donner la parole à des personnes qui ont des questions sur ce que je viens de dire pour passer à la deuxième partie de la conférence qui s'appelle « Zerba yitqalla ». Voilà. Bon, juste pour vous dire, « Zerba yitqalla », c'est l'application de ce que je viens de vous dire, mais à notre révolution aujourd'hui. Donc si vous voulez poser une question par rapport à ce que je viens de dire, s'il y a des choses qui ne sont pas très claires, je ne suis pas conférencier, je suis moi-même un citoyen qui se cherche et qui vous cherche. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, et sinon je passe à la partie Zerba yitqalla. Vas-y. S'ils ont des questions, Romain d'abord, non ? Est-ce qu'il y a des micros déjà dans la salle qui circulent ? Ouais. Ok. Donc juste pour compléter ce qu'il vient de dire mon ami Amazir, d'ailleurs un petit mot, merci aux organisateurs, parce que franchement ils ont fait un très bon travail, ils étaient là derrière nous depuis le matin, donc merci à eux et merci à vous pour votre présence. Donc ce qu'il vient de défendre Amazir sur le tirage au sort, même si on sait très bien, lorsque je présente ça souvent dans les conférences, dans les ateliers constituants, dans les quartiers ici à Béjaïa, etc., les gens sont naturellement réticents. Ils disent ça va être la loterie, vous allez tirer au sort n'importe qui, etc. Mais avec les outils qu'il vient de présenter, c'est-à-dire lorsque vous avez un référendum révocatoire, vous pouvez enlever n'importe quelle personne à n'importe quel moment, ça change complètement la règle. Pourquoi le tirage au sort a régné auprès des civilisations antiques, comme les Athéniens, même chez nous, dans la culture nord-africaine, malheureusement on n'a pas assez pioché sur notre patrimoine culturel. Lorsqu'on voit, par exemple, Taj Mahal dans les villages, comment ça s'organise, c'est très démocratique. Mais sauf que ça ne s'appelle pas démocratie. Mais les principes sont très démocratiques. J'ai lu récemment des travaux d'une historienne qui s'appelle Hélène Clodo-Hawed, qui est une franco-algérienne. C'est une Française, mais elle a épousé un Algérien, donc elle a un nom composé. Elle a passé toute sa vie à chercher à comprendre l'organisation politique des Touaregs. Les Touaregs, vous savez très bien, c'est des populations minoritaires qui vivent dans le désert, dans des conditions climatiques très rudes. Et donc elle a essayé de comprendre comment ils ont réussi à maintenir un certain ordre politique et surtout une existence sociale. Donc ce qu'elle a en tiré comme conclusion, c'est que les Touaregs ont un système politique par alternative et par rotation. C'est-à-dire, je sais, c'est un groupe réduit, donc on ne peut pas l'appliquer sur un territoire national, mais on peut bien l'appliquer sur une commune. Donc il délègue le pouvoir sur 2 mois, sur 1 mois, à tour de rôle, hommes et femmes compris. Ça, c'est important. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde la représentativité des femmes dans la société, elle est déséquilibrée. C'est-à-dire qu'on est dans des inégalités hommes-femmes assez profondes. Lorsqu'on réfléchit dans la société en écartant les femmes, c'est comme si vous aviez un cerveau entier et vous vous dites « je vais réfléchir avec la moitié de mon cerveau, ça va me suffire ».
C'est très grave de penser comme ça. C'est ce qu'on fait en fait dans la représentation politique. Les femmes sont généralement écartées et il faudrait qu'on réessaye d'établir cette parité homme-femme. Et donc les Touaregs, ils déléguaient le pouvoir à tour de rôle. Et lorsque vous avez ce pouvoir à tour de rôle avec une période très courte, donc ce qui vient d'expliquer les mandats courts, ça engendre quoi ? Ça donne un constat assez frappant, c'est-à-dire que lorsque vous donnez le pouvoir à quelqu'un pendant un mois et que vous attendez votre tour, vous êtes dans la surveillance mutuelle. C'est-à-dire, comme vous attendez votre tour, vous faites attention à ce que la personne ne se trompe pas et vous faites attention aussi à ce qu'il fait de façon à ne pas retomber dans les mêmes erreurs qu'il avait faites auparavant. Et donc ce système-là de représentation ou de délégation par rotation est très pratique. On peut l'appliquer au niveau communal, par exemple. Le deuxième piège de l'élection, parce qu'on présente l'élection comme étant un modèle démocratique, alors que pas du tout. Lorsque vous regardez les civilisations qui ont fondé leur démocratie, ce n'est pas sur les élections. Les Scandinaves, par exemple, ils font des élections sur certains sujets, mais il y a de la désignation sur plein d'autres sujets. Par exemple, les juges, ou les jurys d'assises sont tirés au sort dans les pays scandinaves et en France, par exemple. Pourquoi on tire les juges ? On les tire au sort. Parce qu'on sait très bien que si on les désigne par élection ou par désignation d'un réseau personnel, il y aura forcément des conflits d'intérêts. Donc on sait très bien que lorsqu'on tire des juges au sort, c'est parce que la décision du jugement, elle sera prise par quelqu'un qui ne connaît pas l'éventuel ou le potentiel accusé et la victime, etc. Donc c'est une façon de casser toute forme de corruption et c'est une façon de casser toute forme de manipulation. Parce que les partis politiques, lorsqu'on fait l'élection, on fait appel aux partis politiques. Et lorsque vous faites appel aux partis politiques, ces partis politiques-là, ils doivent être financés. Et ceux qui vont financer les partis politiques, on sait très bien que ce ne sont pas des gens comme vous et moi. Donc ce sont des gens qui ont de l'argent. Et au bout du compte, vous n'allez pas me dire que les personnes qui ont financé les partis politiques ne vont pas rendre compte aux gens qui les ont aidés financièrement. Donc il y a un problème de conflit d'intérêts, c'est-à-dire que si je vous ai aidé financièrement et vous êtes élu, donc vous devez me rendre mes comptes parce que je vous ai aidé financièrement. L'élection aussi, elle a un autre problème, c'est lorsque vous mettez en place des partis politiques, vous avez, même s'il y a quelqu'un qui est très honnête à la tête du parti politique, mais qu'il est honnête, il n'est pas aidé par les riches, les industriels, etc., il va se faire casser d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire on va soit l'attaquer sur sa personne, soit l'attaquer sur le plan administratif, juridique, etc. Par contre, le tirage au sort casse tout ça. Je vous donne juste un simple exemple qui a changé complètement l'histoire de l'Islande. L'Islande, peut-être vous connaissez, un petit pays nordique qui a à peu près 350 000 habitants. En 2010, 2011, ils ont rétabli, c'est-à-dire ils ont reconstruit la nation, pas la nation, mais l'État de zéro. Et ils ont fait justement appel aux principes démocratiques qu'on en défend, nous, à savoir le tirage au sort, écrire la Constitution par les citoyens et pas par des professionnels de la politique. Lorsque vous mettez un ministre de l'Agriculture qui va impacter, influencer l'écriture de la Constitution, par exemple, alors qu'il n'a jamais travaillé comme étant agricole, il n'a jamais en fait vendu des pommes de terre sur un marché, il ne connaît même pas les conditions de travail d'un agriculteur, c'est pas logique que lui-même qui a fait l'ENA ou Sciences Po et qui a été tout le temps, toute l'année costard-cravate, il voyage avec des avions, etc., qui ne connaît même pas la difficulté de travail d'un agriculteur et qui va lui écrire ses lois. Donc c'est très grave, c'est à nous d'écrire nos lois, c'est pas en fait aux personnes qui nous dirigent qui vont écrire nos lois. Ils vont jamais écrire des lois à notre faveur, ils vont écrire des lois à leur faveur, eux. Donc lorsqu'on fait recours au cas, je reviens sur le cas islandais parce que j'ai tendance à partir dans tous les sens. Le cas islandais, il y a un auteur qui s'appelle Stevensky qui a en fait modifié tout le cours de la constitution islandaise. Et dans le bouquin de Stevensky, il raconte quoi ? Il prend l'exemple des Incas. Les Incas, cette population d'Amérique latine au Pérou, etc. Les Incas, ils ont réussi à maintenir leur patrimoine culturel, social, historique, etc. pendant des millions d'années avec un système démocratique qui est basé sur la désignation d'en bas et sur le tirage au sort. Ils avaient un principe qui est simple. Les personnes qui avaient des terrains et des bêtes et des engins d'agriculture sont écartées parce qu'ils étaient considérés comme étant les personnes les plus riches. Et donc ils considéraient les personnes très riches pas très crédibles parce qu'ils avaient le pouvoir d'influencer les autres. Donc il restait de côté que les éleveurs et les agriculteurs, etc., c'est-à-dire les simples citoyens. Et donc ils désignaient des gens parmi ces éleveurs et ces agriculteurs, mais pas parmi les personnes en possession de terrain, etc. Ça rejoint un peu les idées marxistes qu'on retrouve dans le Capital de Marx. Et donc lorsque vous regardez l'Islande maintenant l'Islande, ils ont une assemblée constituante citoyenne, c'est-à-dire qui est écrite par des gens comme vous et moi, et qui se réunissent
de façon hebdomadaire, mensuelle, et qui revoient les articles qui leur semblent pas inefficaces ou contre-productifs. Donc ils se disent, on se réunit tel jour pour voir l'article 14, par exemple, parce qu'on estime qu'il n'est pas favorable au peuple. Nous, on n'a pas ce pouvoir-là. Si on arrive à avoir ce pouvoir, on va justement changer toutes les règles politiques. Donc on va essayer de passer par la suite à des questions au public avant de passer peut-être à l'exercice pratique. Et donc voilà, on vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va en débattre. Merci beaucoup. Alors, oui, j'ai la liste. Donc, j'appelle Monsieur Wazi pour prendre la parole. Vous avez un micro. Monsieur Bouhmila, Mouzaya et Massiha Mamouche. Ce sont les personnes qui vont poser les questions. Monsieur Wazi, on relancera la liste tout à l'heure. Merci. بسم الله ثم زورت ودنا سلام ربي في الاول مره شو مثلا كي شي ثم زورت بوزاك مثلا الجزائر اسك اتشاط مع قولني قررنا يقولون قرارا Est-ce que tu peux ما نهدرش قبيليهم اسمع il va me traduire. Moi, je vais traduire. Est-ce qu'en fait, on va faire confiance aux gens qui sont instruits ou pas instruits du tout? Oui. Donc, c'est toute la question qu'on. Ah, d'accord. Donc, on voit ce que l'espoir, ça va baser sur des personnes qui sont instruites ou pas. D'accord. Non. Allez, je traduis, c'est bon. بين ويسنات انيو ام كردنا في الحل بارسكي ثورا لعبه ذكرني كلا بوليتيك مي ام كردنا حل عندنا في الحل انيو ام كردي يوم دان الجزائر مره ام كان كشت الكذبيه باش ام كان نحوث على الزات ويسنات Parce que c'est en train il t'a dit en fait comment on va arriver à éradiquer le mensonge et surtout en fait comment des simples citoyens comme nous qui sont faibles par définition vont arriver à contrecarrer ces personnes-là et surtout le mensonge dans la politique. D'accord. Donc il y a deux questions déjà. وش ثلاثة تنقرت سمعت لي لا مزرعة تمثلت لك الجزائر برشي لا يول يقرا يفهم إلا ويتر فهم مرة ومباوينا مسكيت موتي زرا يهضر ومباوينا باش يديس فهم ورجي مرارا وتلاني بغا يفهم ورجي مرارا ميو دا شو بعد ديناتور ذيو أمشانيو أرثوت أم النغيو إذن وكي 22 فبراير أمشار ذيو تاني مرة الجزائر مرة سمثا سوادي شوير نادي قبيلير نادي مزابير نادي توركير نادي عرفون يوكنيو أمشار الفهم تمثلتيو ودنا في المرث les autres qui sont pas instruits, donc qui ne savent pas parler, donc il y a des bobards et les autres qui ne savent pas parler, donc ils sont dominés déjà sur le plan communicationnel. Et à la fin, c'est une sous-question sur l'union, donc il te dit comment on va arriver justement à mettre tout ça en place. Et alors qu'on a des divisions, etc. Donc comment se réunir sur le même combat, le même objectif. Ok. Alors moi je vais vous dire quelque chose en français et c'est destiné à vous, pas à monsieur Amazir Kateb. Du coup, vous n'aurez pas à traduire. Eh bien oui. Alors vous dites que vous avez cité la Grèce en référence, parlant de la démocratie, de la désignation des responsables, ceux qui doivent gérer les affaires communes de la cité. Et vous semblez oublier qu'en Grèce, 60% des habitants d'Athènes étaient des esclaves. Hein. Non mais bon, on ne cite pas une situation dans l'histoire où 60% des êtres humains étaient esclaves comme une référence. Et du coup, ce que vous avez dit sur les femmes en terre d'islam, qui sont exclues, elles sont exclues, elles ne représentent que 50%. C'est peut-être une petite évolution par rapport à cette Grèce que vous citez. Donc je pense que vous êtes à côté de la plaque, excusez-moi. Et puis vous dites aussi les Touaregs. Même la société Touareg est une société esclavagiste aussi. Donc on ne peut pas nous dire ça quand même. Aujourd'hui on est à l'université, c'est pas... N'est-ce pas? Il y a de ça. Puis vous dites que la démocratie est née en Grèce. Elle n'est pas née en Grèce, ça c'est le point de vue occidental. Ça c'est l'histoire de l'humanité vue sous le prisme occidental. C'est Madame la France et l'Occident qui dit que les choses sont nées chez eux. Mais sinon c'est pas vrai, il y a des historiens qui vous disent la Grèce était une colonie égyptienne à une période. Donc je sais pas, il faut... Ouais, merci.
vas-y, répondre très bien, je pense après je laisse le temps des questions. Donc, ce que j'avais dit sur la démocratie, on répond juste à 2 questions, on laisse la parole après. Ce que j'avais dit sur la démocratie, on avait dit le mot démos kratos, il vient du grec. J'avais pas dit que la démocratie en soi, elle provient du grec. Ce que j'avais dit d'ailleurs, par ailleurs, si vous m'aviez bien écouté, j'avais dit qu'on avait des principes, dans l'histoire nord-africaine, qui sont démocratiques, mais qui ne sont pas appelés comme tels. Ça veut dire que vous ne m'avez pas écouté, de 1. De 2, lorsque vous me dites, est-ce que les Grecs, c'est un modèle dans la démocratie? Il y a des principes à en tirer, mais on avait discuté en privé. Donc normalement, vous n'allez pas me poser ce genre de questions parce qu'on avait discuté auparavant en disant que les Grecs, bien évidemment, ils avaient des esclaves, ils écartaient les femmes, mais ce n'est pas ça qu'on va essayer de reproduire. Ne me promenez pas pour quelqu'un de bête qui va essayer de reproduire l'esclavage. Donc quand même. Dans ce que j'avais dit, merci, c'est pas un métier politique, j'ai pas envie de rentrer dans les rivalités, on est dans un moment d'union, donc on devrait se mettre d'accord. Normalement, dans mon message, ce que vous allez retenir juste les principes de base. Moi, ce qui m'intéresse, ce que on a essayé de développer, ce sont les principes de désignation d'en bas, d'écriture de la Constitution, c'est-à-dire on va se mettre ensemble, tous les citoyens, y compris nos femmes. Moi, je suis le premier à me battre sur ça pour que nos femmes, nos sœurs, nos mamans, nos filles participent avec nous. Lorsque j'avais organisé les ateliers constituants à Al-Khamis, là dans le quartier à Béjaïa, je l'avais organisé à 16h, 17h pour que les femmes puissent sortir et être avec nous sur les tables. Donc on ne me dites pas, en fait, ne me collez pas cette étiquette. Donc, bonsoir tout le monde. Je remercie Mziaket pour nos amis pour leur intervention et leur introduction. Je tiens tout d'abord à rendre un hommage à votre père, Ketb Yassine, qui est un grand militant tout d'abord, vu qu'on est le 20 avril. Merci. Vu qu'on est le 20 avril, qui était un grand militant des causes justes, de la cause identitaire berbère, de la cause identitaire qui s'est battue pour la culture berbère, la culture arabe populaire, etc., et la cause des opprimés. Donc voilà, je tiens à lui rendre hommage. Et par rapport à la question de la démocratie, je pense que la démocratie qu'on vit actuellement est apparue, justement, elle est apparue en Europe, en France, en Angleterre, pendant les révolutions démocratiques bourgeoises. C'est-à-dire, pour citer ça. Quand la définition de la démocratie qui est de rapprocher la décision ou bien le pouvoir au peuple. Donc actuellement, vu que la démocratie actuelle, on ne rapproche pas justement le pouvoir au peuple, c'est-à-dire il est décidé au niveau du Parlement, des Sénats, etc. Donc est-ce que, si on veut parler de démocratie du système électoral, d'élire des représentants au niveau de la base, au niveau par exemple l'université, au niveau des quartiers, des villages, etc., de discuter sur nos problèmes et de définir une autre démocratie révolutionnaire qui travaille les intérêts des opprimés. Merci. Il y a encore une question. La semaine ou le Maran, en particulier lui. La question par rapport au choix. Comment choisir, c'est-à-dire à l'ère actuelle, quand il y a des partis politiques qui sont des trucs modernes et tout, le représentant, tirer au choix un représentant, par exemple, de la région, je ne sais pas, est-ce que c'est par Daïra, choisir parmi qui? C'est avec les différents choix, les programmes politiques et tout. Comment faire je vous pose la question, comment faire tirer au choix qui? Voilà, le tirage au sort de toute la population. Bon, je pose cette question, je ne sais pas. Hein, voilà. Sinon, quand vous dites, par exemple, allemand, comment ça a fonctionné, Tijouma, déjà, et en plus, c'est beaucoup plus, plus de terre, ils ont plus de poids au niveau de la parole par rapport à lui Al-Muqrani, par exemple. D'ailleurs, on doit faire attention, justement, il y a ça qui revient, le Moubaya, même le Maaskar, l'Imira, Abdelkader, comment
يسعى بلوس دو تير يسعى يخدم نيس يسميس دواي مثلا دواي اللي ميرنون on risque même avec les mouvements j'ai l'impression qu'on reproduit un peu ça وهنا يبان داك شويه مثلا دواي الشاف نون سي كوم القياد من فرنسا القياد il est travailling فرنسا من هو كاين بعد ثاه القيده ذاك النون دواي الشاف نون فوالا يعطيكم الصحه. Oui. Il y a encore une question? Non, c'est bon. Alors déjà pour la première question qui m'a été traduite, c'était comment écarter le mensonge. Alors justement, le tirage au sort écarte beaucoup le mensonge parce qu'il n'y a pas de candidature au pouvoir, puisque les gens sont tirés au sort. Donc il n'y a pas lieu de mentir pour arriver au pouvoir. Alors que le phénomène électoral, si, le phénomène électoral, c'est au contraire l'art de mentir, parce qu'on nous vend un système représentatif qui ne l'est pas réellement, et on nous le vend en plus comme étant une démocratie dans laquelle nous on choisit, alors qu'on nous donne des listes de noms que nous on n'a pas choisis à la base, et on doit choisir parmi ces noms. Donc tout est dévoyé, tout est trafiqué, mais on nous vend ça comme étant la démocratie. Et donc je pense que le modèle qui part du tirage au sort en y appliquant des mandats courts non renouvelables, en y appliquant la révocation, en y appliquant tous les filtres réels de la démocratie, on arrive à limiter un maximum le mensonge. Et encore une fois, dans un vrai système démocratique qui est constituant, c'est-à-dire quand on est membre d'une assemblée constituante démocratique de citoyens et qu'on est mandaté par ces mêmes citoyens pour remplir une mission citoyenne, on est sous une pression sociale réelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas caché dans un bureau au ministère, on est dans son quartier, on est dans sa daïra, dans sa wilaya, dans sa commune, et les gens vous connaissent. Donc par exemple, le phénomène de l'élection, eh ben, il est valable seulement localement. Pourquoi? Parce que les gens sont proches de la personne qu'ils élisent. Par exemple, si on élit quelqu'un dans un quartier, c'est beaucoup plus pertinent que d'élire quelqu'un à la tête d'un pays. Parce que si tu élis quelqu'un à la tête d'un pays, il est tellement loin que tu ne pourras jamais le toucher, tu ne pourras jamais contrôler son pouvoir. Alors que si c'est ton voisin, etc. Donc c'est très important de comprendre qu'il y a une distance entre les citoyens et leurs représentants, qui est naturelle, puisqu'on est beaucoup, donc on a besoin de représentants, c'est indéniable. Mais il faut que cette distance soit la plus petite possible. Il faut que cette distance soit minime. Donc quand les désignés, ou là, les mandatés, ou là, les élus sont des élus locaux, c'est très facile de les aborder, c'est très facile de leur parler, c'est très facile de voir s'ils travaillent ou s'ils ne travaillent pas, c'est visible. Mais dès qu'on monte, dès qu'il y a de la distance entre les citoyens et le pouvoir, là il faut appliquer des filtres. Là il faut de la révocation. Là il faut, et même d'ailleurs, je pense même localement, il faut aussi un droit révocatoire, il faut que les mandats soient courts pour que ça soit dynamique. Et que réellement le sens de démocratie populaire revienne. C'est-à-dire qu'on soit tous concernés par le fait politique et qu'on ait tous conscience qu'on est capable de faire de la politique. Parce que les Grecs qu'a cité monsieur il y a 2500 ans, ben, ils n'étaient pas plus instruits que nous aujourd'hui, ils n'avaient pas de portable, ils n'avaient pas l'accès à la connaissance qu'on a aujourd'hui, et pourtant ils ont créé un système très très balisé, un système qui combat les maux d'aujourd'hui. Donc moi, personnellement, je n'ai pas de vision occidentale ou africaine ou arabe ou berbère de la civilisation. Pour moi, la civilisation, c'est une accumulation universelle de connaissances. Donc moi, si un Chinois, il vient, il me donne sa solution, la solution. Parce que la solution, c'est pas un problème de géographie. Voilà. Donc ça, c'était par rapport à combattre le mensonge. Il y avait une deuxième question dans la question, c'était est-ce que les gens instruits, donc c'est par rapport au tirage au sort. Alors, il y a effectivement cette question revient très souvent, c'est-à-dire quand on tire au sort, comment on peut être sûr que la personne est compétente? Alors déjà, quand on tire au sort, on n'est pas sûr de ça. Et c'est pour ça qu'on met un droit de révocation, et c'est pour ça qu'on met un mandat court et non renouvelable, etc. Tous ces filtres démocratiques sont faits justement parce que le tirage au sort, c'est aléatoire. Mais d'un autre côté, on peut nous prendre l'idée du tirage au sort et l'appliquer à notre besoin de compétences particulières. Qu'est-ce que je veux dire par là ?
par exemple, si on cherche des biologistes, d'accord, on cherche quelqu'un qui soit spécialiste en biologie. Eh bien, on ne va pas voter pour un biologiste. On va plutôt voter pour des biologistes et en tirer au sort un. D'accord, ça sera beaucoup plus neutre sur le plan démocratique et il n'y aura pas de Beni Ammis. Parce qu'on sait très bien que quand on élit quelqu'un, quand on choisit quelqu'un, il y a toujours un intérêt. Soit c'est un intérêt, comment on dit, un peu abstrait, c'est-à-dire, si on se le dit pas, mais en fait c'est ça. يكذب مليح دونك نتبعو او يدوح فيا او يرقدني في الليل او bien ولا ينرفيني il me réveille, il fait des choses. Bon, il y a ça, mais le vrai danger c'est l'autre danger. L'autre danger c'est pas les électeurs qui votent pour un élu. C'est celui qui est derrière l'élu. Qui est-ce qui permet à l'élu d'être élu? Qui est-ce qui lui paye sa pub? Qui c'est qui le fait passer en télé? Qui c'est qui fait que tous les 2 jours il est sur le journal, etc., etc. Ça, c'est le vrai problème de la démocratie ou du système représentatif. C'est-à-dire qu'il y a toujours les pouvoirs derrière. Donc il y a les pouvoirs financiers, bien sûr, mais il y a les pouvoirs politiques, il y a les pouvoirs obscurs, il y a les pouvoirs même étrangers. Il y a tout un tas de choses qui peuvent s'incruster dans cette forme de système que nous vivons aujourd'hui, qui ne pourraient pas s'incruster sur un système qui est bâti par le bas, c'est-à-dire le système démocratique. Donc après, pardon. Est-ce que les gens instruits vont être plus avantagés que les gens non instruits? Je ne crois pas, parce que localement, ce qui va se discuter, ça ne va pas être que des problèmes d'intellectuels, entre parenthèses. Parce que dans une assemblée constituante populaire, de quoi on parle? On parle des problèmes qu'on a dans la vie de tous les jours, des problèmes de quartier, des problèmes de prix, de cherté de la vie, des routes trouées, des trottoirs dangereux, des équipements pour enfants qui ne marchent pas, des écoles sales, des universités mal entretenues, etc. Et j'en passe. Donc, c'est ça les vrais débats qu'il y a dans une constituante, et c'est des débats auxquels peuvent prendre part, y compris des analphabètes. Parce qu'un analphabète est tout à fait capable de te dire « les toilettes mousserines ». Il n'y a pas besoin d'aller à l'école pour savoir qu'un chiotte est sale, ou pour savoir qu'un hôpital est mal entretenu, ou qu'une mairie ne fait pas son travail. Vous êtes d'accord avec moi quand même? Il n'y a pas besoin de... Bon. Il y a un vrai problème, c'est les gens qui disent que le peuple n'est pas capable, ce sont les mêmes qui refusent de l'instruire. Donc au lieu de dire que le peuple n'est pas capable, non, donnez-lui juste les outils et vous allez voir qu'il est capable. Parce que et encore une fois, et je pense que cette révolution qui est en marche, vraiment, elle nous le prouve par A plus B, qu'en fait la raison collective, c'est-à-dire ce que nous avons tous ici en commun, et même dans toute l'Algérie, en fait, la chose qu'on a en commun, c'est quoi? C'est pas la passion. Parce que chacun de nous a une passion. كاين اللي شيوعي كاين اسلاميست كاين ما على باليش كاين صحاب الماك كاين صحاب البي اس تي كاين كلش. Il y a de tout en Algérie, mais on a tous une part de raison, et c'est cette part de raison qui fait cette révolution aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui on n'est pas dans une révolution idéologique, on n'est pas dans quelque chose qui véhicule un certain... Il n'y a pas de partisans dans cette révolution, même si elle est faite de tout le monde. Il n'y a personne qui puisse dire c'est une révolution de gauche, c'est une révolution de droite, c'est une révolution islamiste ou je ne sais pas quoi. Non, c'est une révolution citoyenne. Donc, c'est la raison pour laquelle, moi personnellement, je ne compte pas sur les partis pour gagner ce combat, parce que je pense que c'est vous, c'est nous tous qui allons le gagner. Il ne faut plus qu'on remette les armes qu'on a et qu'on pourrait avoir entre les mains de guerriers qui n'en sont pas. Je m'explique. J'ai rien contre les partis politiques d'une manière générale. En fait, j'ai rien contre les militants. Il faut bien comprendre, quand je parle de partis politiques, je parle de structure. D'accord ? La structure d'un parti politique, elle est exactement la même que le système. C'est une structure pyramidale. Il y a des militants simples qui sont la base, et puis après, il y a des gens qui voudraient être députés, il y a des gens qui voudraient accéder soit aux commandes du parti, soit se servir du parti comme un ascenseur politique pour arriver au pouvoir. Donc, ce système-là, il est d'une certaine manière contre-productif et presque anti-révolutionnaire, quelle que soit l'idéologie. Pourquoi ? Parce que la révolution, elle est liée à la réflexion, et que dans un parti politique, il y a un moment donné où on arrête de réfléchir. Quand on est militant dans un parti politique, on est tenu de défendre les lignes du parti, de défendre les positions du parti, on arrête le libre arbitre, on arrête le sens critique, et à un moment donné, on se met au service d'une idéologie. Sauf que cette idéologie n'est qu'un véhicule. Il ne faut pas croire qu'un parti politique
son travail, c'est l'idéologie. Non. Un parti politique, son travail, c'est d'utiliser l'idéologie pour grossir. Et c'est tellement vrai que tous les partis du monde, de gauche, de droite, même ceux avec lesquels je suis d'accord, la plupart du temps, se sont perdus ou ont vécu des périodes de pourrissement à cause de ça, à cause du fait qu'à un moment donné, le fait de vouloir grossir devient une fin en soi, beaucoup plus que l'idéologie elle-même. Pour vous donner un exemple, par exemple, le parti d'Hitler, le Parti national-socialiste, qui était un parti qui à la base défendait le peuple, qui disait qu'il défendait le peuple, qui disait qu'il défendait l'amour de l'Allemagne, etc. Donc plutôt des valeurs nobles, des passions nobles. Et ben il a fait de ces passions le nazisme. Et il faut bien comprendre que les partis politiques sont des usines à passion collective. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tous en nous un peu de passion et de la raison. On a tous ça en nous. Je suis aql ou je suis ahbal, ok? Mais l'aql, c'est-à-dire qu'il y a une quantité de raison en chacun de nous qui est capable de contrecarrer la folie qu'il y a en nous, la passion qu'il y a en nous. Mais quand la passion est collective, la raison ne fonctionne plus. La raison individuelle, elle est mise de côté parce que le collectif, le nombre, gagne. Et c'est ça le problème des partis, c'est qu'ils sont traversés par une passion collective qui fait que le libre arbitre disparaît, que le sens critique disparaît. Et il y a une image très parlante de ça. Vous voyez quand vous prenez une bassine d'eau, et que vous agitez la bassine, vous allez voir l'eau se troubler alors qu'elle est propre, vous allez voir des vagues dans tous les sens, et cette eau ne va pas vous donner une exacte mesure des volumes. Parce que quand une eau est agitée, si on jette une pierre dedans, on n'arrive pas à voir vraiment, il n'y a pas de niveau, on ne voit pas vraiment qu'est-ce qu'on a ajouté. Donc, c'est ça un parti politique, c'est une bassine d'eau, ou une société, comme vous voulez, ou une mini-société, un groupe de gens qui sont traversés par une passion collective, le houal. Donc c'est ça qui empêche les composants, c'est-à-dire les molécules de cette eau-là, qui est en agitation passionnelle et idéologique, de réfléchir et d'être dans la démocratie, justement, enfin, dans ce que moi j'appelle la démocratie, à savoir l'eau calme. Pour moi, la démocratie, c'est de l'eau calme. Pourquoi ? Parce que dans l'eau, quand l'eau est plate dans la bassine, les molécules bougent entre elles, mais elles bougent de manière harmonieuse et elles se reflètent les unes les autres. Et quand on jette une pierre dans cette eau, le niveau de l'eau nous donne exactement le volume de ce qu'on a rajouté. Et pourtant, toutes les molécules bougent. Donc c'est ça le sens de la démocratie. C'est pas parce que les molécules bougent que ça doit être agité. Non, c'est pas ça. C'est pas l'agitation. La démocratie, c'est pas l'agitation. La démocratie, c'est au contraire, c'est trouver un mouvement harmonique de toutes les molécules citoyennes qui sont là. Et d'en faire quelque chose de paisible, d'en faire une société, quelque chose qui est vivable et viable. Voilà. Ça, c'était pour je sais plus quelle question. Alors, inégalité, non, ça c'est bon. Ah oui. C'est inégalité dans le langage. C'est qui a posé cette question? D'accord. Bon, par rapport aux différences qu'il y a dans la société algérienne, qu'elles soient linguistiques, religieuses, tout ce qu'on veut, une société démocratique, c'est une société qui sait qu'elle est faite de beaucoup de tendances. Le principe même de la démocratie, c'est de faire vivre ensemble toutes les tendances. Donc, pour moi, ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est la façon dont sont posés les énoncés. Donc, quand on pose, par exemple, l'énoncé des langues en Algérie, c'est un vrai problème. Parce qu'on est tout le temps en train de dire c'est quoi la langue officielle, c'est quoi la première langue, c'est quoi la deuxième langue. On rentre dans un jeu qui n'est pas bon, qui n'est bon ni pour nous, ni pour les langues, ni pour l'Algérie, c'est clair. Je veux dire, dans ce pays, on a 4, voire 5 langues qui se parlent à travers tout le territoire. On a l'arabe algérien et Tmazirt. On a Tmazirt avec toutes ses variantes et l'arabe algérien avec toutes ses variantes. On a l'arabe classique qui est une langue administrative et une langue aussi qui nous sert à lire les auteurs arabes, à lire aussi les auteurs arabes qui critiquent le système et le monde arabe. Il ne faut pas croire que tous les arabophones et que tous les gens qui écrivent en arabe font les louanges du monde arabe. Il y a beaucoup de gens critiques et c'est important de les lire. Et le français nous sert aussi comme lien avec le monde francophone, la littérature, etc. Donc, chaque langue a son rôle. Je ne vois pas pourquoi on fait une course de ça. Moi, je pense que
dans un contexte comme, par exemple, si je vais à Boumensour, ici, qui est un tout petit village, là, pas très loin de l'Qsar, si je parle l'arabe dialectal, il y a beaucoup de chances que des gens ne me comprennent pas. Donc, dans ce contexte-là, il vaut mieux que je parle en tmazirt ou là en kabyle. Mais si je vais à Oran ou si je vais à Chlef, si je parle en kabyle, ils ne vont pas me comprendre. Donc, je suis obligé de parler darja. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que chaque langue a sa place. L'arabe classique a sa place aussi parce que voilà, c'est un outil. Il est hors de question d'enlever une langue pour en mettre une autre. Moi, je suis contre ce discours et je pense qu'il est perdant. Ce discours, il est perdant. Moi, je suis pour qu'on rajoute l'anglais, en vérité. L'anglais, le chinois et même toutes les langues possibles. Vous savez qu'il y a des constitutions, par exemple la constitution canadienne, il n'y a pas de langue officielle. Il n'existe pas. Il n'y a pas de langue officielle. Pourquoi? À quoi ça sert une langue officielle? Ça ne sert à rien. Voilà, c'est tout. Donc, démocratie par le bas, révolutionnaire, tiré au sort pour... Dans les partis. Bon. Alors, l'avant-dernière question, je suis désolé, j'ai sauté une question, j'y reviens. Parler du modèle démocratique par le bas. Eh bien, c'est exactement ce que je veux proposer, parce que je pense que le modèle démocratique est à la fois notre victoire sur le long terme, mais la façon peut-être la plus pertinente et la plus cinglante et la plus efficace pour dégager ce système au sens propre du terme. Alors, avant de commencer juste, je voudrais préciser pour ceux qui ne le savent pas ce que c'est qu'un système. Parce qu'on dit souvent dégager le système, dégager le système. Qu'est-ce que c'est qu'un système? Un système politique, c'est un ensemble de relations qui lient les citoyens aux citoyens, les citoyens aux institutions, les institutions aux citoyens et les institutions entre elles. D'accord? Il y a en gros 4 types de relations que nous devons changer. C'est ça, changer un système. C'est pas changer les gens. Et bien sûr qu'il y a des gens qui doivent sauter parce qu'il y a des dossiers, parce qu'il y a du vol, parce qu'il y a eu des détournements. Mais le fond du problème, il n'est pas dans les gens. Le fond du problème, il est dans la façon de fonctionner, dans la relation que nous avons, nous, citoyens algériens, à nos institutions et la relation que nos institutions ont à nous. Donc, c'est ça qu'on doit changer, c'est la base de la citoyenneté. C'est-à-dire que le citoyen doit devenir légitime dans son rôle, dans son exercice du pouvoir citoyen. Le citoyen est légitime. Il faut que dans ce pays, n'importe quel citoyen puisse aller demander les comptes à la mairie, demander les budgets. C'est ça, l'exercice du pouvoir citoyen. Donc, le modèle que je propose, il est basé là-dessus. Il est basé sur... C'est pour ça que ça s'appelle Zerba Yitqalla. Parce qu'on a commencé avec les manifestations. Ça, c'est du Girbet Sma. D'accord? Donc, Girbana ou Sm'ouna. On a entendu, on a vu, les manifestations ont fait beaucoup de nettoyage. Elles ont fait beaucoup de nettoyage là-haut et en bas aussi. Parce que nous aussi, elles nous ont nettoyé. Elles nous ont permis de revivre ensemble, de se remixifier. On s'est remélangé. Et on s'est mélangé avec toutes les tendances. C'est-à-dire, moi, j'ai vu des Khouanjiyat chanter, danser avec des femmes qui n'étaient pas mhadjibat, avec d'autres qui étaient mhadjibat, avec des vieux, des couples qui dansaient, même qui se tenaient par la main et qui s'embrassaient. Et ça, eh ben, c'est l'Algérie d'aujourd'hui. Il y a un moment donné, il faut accepter la société dans laquelle on vit et arrêter de préconcevoir la société. En fait, il faut bien se mettre en tête qu'un démocrate, un vrai démocrate, c'est quelqu'un qui sait qu'il ne détient pas toute la vérité. D'accord? Mais qui la cherche, c'est les autres. C'est important. C'est pas de moi, hein, c'est une citation. On est énorme. Bon, je vais attaquer le modèle. Si tu peux nous envoyer un petit. Oui? Ah, alors attends, j'ai une... Alors vas-y, après je complète. Ok. Donc il y a une question juste que j'ai éludée, je suis désolé. Par rapport au tirage au sort sur un grand nombre, d'accord? Ce qui peut paraître risqué, mais en fait, regardez bien. Si on s'organise localement, c'est-à-dire qu'on arrive à créer une mobilisation locale au niveau des administrations et des institutions locales, c'est-à-dire les APC, les daïras et les wilayas. On reprend possession de ces institutions-là. Et à un moment donné, il va bien falloir qu'on change de parlement. Vous êtes d'accord avec moi? On ne va pas garder ce parlement. On doit changer de parlement. Bon. Comment on va faire pour changer de parlement de manière démocratique? Tout en sachant qu'on a besoin de compétences dans ce parlement. Alors moi j'ai une idée
et je veux bien qu'on la discute, cette idée. Alors, je vais vous expliquer mon idée. Mon idée est très simple. C'est qu'on fait un référendum wilayal. Dans chaque wilaya, on fait un référendum, ce que moi j'appelle un référendum de compétences. D'accord? Compétences multiples. Ça veut dire que les bougiotes, ou la wilaya de Bougie, va choisir son élite de compétences. Ce n'est pas des politiques. On ne veut pas d'hommes politiques. On veut des scientifiques compétents. On veut des professeurs compétents. On veut des hommes d'affaires ou des commerçants ou des entrepreneurs, ce que vous voulez. On veut des compétences. D'accord? Une fois qu'on réunit les compétences de chaque wilaya, admettons qu'il y en ait 100 par wilaya. Je dis une bêtise parce que je sais qu'il y en a beaucoup plus, mais on va partir sur des chiffres simples à additionner. On est 48 wilayas, d'accord? Et il y a 4800 personnes qui sont les élites de chaque wilaya. Si on veut créer un parlement, on peut revoter, c'est-à-dire faire un vote ensuite national. Je ne sais pas si vous me suivez, on fait un référendum par wilaya, on réunit un groupe de gens qui sont les compétences du pays, wilaya par wilaya. Donc déjà, tout le monde est représenté. On peut rajouter la parité homme-femme aussi dedans, ça serait bien de le faire. Et donc que cette grande poule devienne notre référence d'élus ou d'élite, on va dire. Donc de cette grande poule, qu'est-ce qu'on va faire? On va élire un parlement avec les deux chambres du Parlement. Les deux chambres du Parlement, c'est le Conseil de la Nation et l'Assemblée populaire. Alors, soi-disant, l'Assemblée populaire est censée tempérer le Conseil de la Nation. C'est archi faux parce que c'est que des élus et plus de la moitié sont... Non, le tiers est nommé par le président. Donc, déjà, cet organe-là, il ne marche pas. Moi, ce que je propose, c'est un Parlement qui part de cette poule wilayale, interwilayale, c'est-à-dire toutes les wilayas. On vote pour ce Parlement avec leurs compétences particulières et on leur met une chambre basse tirée au sort qui les contrôle, qui leur prend la tête à chaque décision, à chaque proposition. C'est eux qui filtrent et qui remettent en question tout ce que propose la chambre haute du Parlement. Qu'est-ce que c'est qu'une chambre haute, une chambre basse? Pour ceux qui n'ont pas fait de droit et qui ne savent pas, une chambre haute, c'est une chambre avec des élus, avec des longs mandats, qui suivent les longs dossiers, comme les routes, comme les ponts, comme les écoles, enfin voilà, l'urbanisme en général, c'est long, ça ne se fait pas en 3 mois. Donc ces mandats longs, on peut les laisser, mais ces mandats longs, il faut qu'ils soient révocables, il faut qu'ils soient tempérés par... Pardon? Non, pas à ce point-là quand même. Mais moins rémunérés, je suis d'accord. Moins rémunérés. Je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il faut enlever les privilèges. Je suis d'accord. On va y arriver. Ça c'est la partie constitution. On va en parler après. Je ne sais plus où j'en étais. Voilà. Chambre basse. Excusez-moi. Donc, la chambre basse du Parlement, c'est quoi? Enfin, tel que je l'imagine, qui devrait être normalement l'Assemblée populaire nationale. Pour moi, cette chambre basse devrait être rotative, c'est-à-dire qu'elle doit changer tous les 6 mois. D'accord? Tous les 6 mois, on change cette chambre. Et cette chambre est chargée de contrôler et de mettre à l'épreuve toutes les idées de la chambre haute du Parlement. Et quand il y a blocage entre les deux chambres et qu'elle n'arrive pas à une solution, on fait ce qu'on appelle un référendum populaire. Et là, c'est cette chambre basse qui appelle à un référendum, qui dit maintenant au peuple de trancher. Voilà, trancher sur telle question. Là, on est sur de la démocratie. On est sur un vrai truc où on est représenté par des élus d'un côté, mais ils sont tempérés par des gens qui sont tirés au sort et qui changent. Donc il n'y a pas de bni ammis. C'est fini bni ammis. Fini crème dessert, fini gad la fesse. Bah, c'est clair. Donc, voilà, c'est juste vraiment apprendre à réfléchir en termes de pouvoir et de contre-pouvoir, toujours. Et toujours se dire que la confiance, c'est la mauvaise voie. Il ne faut jamais faire confiance. La confiance en politique, c'est de la paresse. Ça s'appelle de la paresse. Je lui fais confiance, comme ça je ne travaille pas, comme ça je ne contrôle pas, comme ça je ne me pose pas de questions. Mais ça, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Il ne faut pas faire ça. C'est vraiment très très important de se sentir concerné. La politique n'est pas une science. On en a fait une science. On a fait une science politique parce que justement, on a dévoyé la politique, on a dévoyé les systèmes pour les rendre totalitaires et pour les rendre esclavagistes, y compris quand ils sont très modernes. Donc la science politique n'existe pas. En fait, la politique, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Et quand vous voyez des articles dans votre constitution, dans notre constitution, que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est pas normal. La constitution est un texte qui doit être compris par tout le monde. C'est pas un texte juridique, c'est pas du latin. Il faut que ça soit clair. Sinon, c'est pas bon. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose? Vas-y.
Parce qu'on va pas, on va faire vite. Je pense que c'est c'est ça. Donc juste sur le tirage au sort, parce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui avait posé la question sur est-ce qu'on va tirer au sort au pif, donc on va tomber sur n'importe qui, sur combien de personnes, c'est-à-dire la question de l'échantillon, elle est très crédible cette question. Donc moi j'ai une autre proposition qui est complémentaire, mais qui est déjà appliquée, qui a été déjà appliquée au Danemark. Il y a un grand politologue danois qui s'appelle Mogens Hansen, qui avait écrit beaucoup d'ouvrages sur la démocratie directe et participative. Et donc ces idées ont été appliquées sur le terrain, sur plusieurs communes à Roskilde, une grande ville au Danemark. Et donc ce qu'il faisait, et je trouve ça très logique, donc c'est à vous de voir si c'est critiquable ou pas. Donc chaque personne du quartier, de la commune, notait les personnes qui lui semblaient honnêtes et compétentes. Donc, comme on a en tête plusieurs personnes honnêtes et compétentes, donc vous imaginez que la liste elle sera extrêmement longue. Donc, ce qu'il faisait, il mettait ça sur une plateforme électronique. Donc maintenant, on a les moyens, hein, on a Internet, on a des têtes des geeks en informatique, donc c'est pas les cerveaux qui nous manquent. Donc, si on met toutes les personnes qui nous semblent honnêtes et compétentes et qu'on tire au sort parmi ces personnes-là, de toute façon, la personne qui sera tirée, elle sera par définition honnête et compétente, parce que ce qui vous semble pour vous honnête et compétent, pour moi aussi. Donc après, peu importe si ça va être le vôtre qui est tiré au sort ou le mien, de toute façon, on est d'accord qu'il est honnête et compétent. Parallèlement, ce qu'ils mettent, c'est-à-dire que sur la liste des personnes qu'ils ont désignées et qu'il y a une personne ou deux qui sont tirées au sort, les autres, ce qu'ils font, ils seront ce qu'on appelle les contrôleurs des personnes tirées au sort. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas tiré au sort, que vous êtes honnête et compétent, votre travail secondaire, c'est de surveiller ceux qui sont tirés au sort. Donc ça fait quand même quelque chose de très solide. Il y a des communes au Danemark qui fonctionnent comme ça depuis une quinzaine d'années. Et ça fonctionne très bien. Tapez sur Internet Roskilde, par exemple, vous allez voir. Il y a pas mal de modèles sur le tirage au sort qui ont fonctionné. Si vous tapez sur Internet Stochocratie, c'est le système qu'on applique dans les pays scandinaves pour tirer au sort les juges. Et les juges sur des affaires très lourdes. Hein. Et donc ce système-là, il faut vraiment y réfléchir. Je sais très bien que c'est très difficile à l'intégrer parce que on nous a pas appris les choses comme ça, quoi. On nous apprend les choses de façon classique. L'élection, c'est le meilleur modèle, etc. Et on fait abstraction sur d'autres modèles parce que ça les arrange pas, justement. Ça les arrange pas que nos représentants soient tirés au sort. Ils veulent que les représentants soient désignés par eux-mêmes. Et donc c'est pour ça qu'ils ne nous apprennent pas ce modèle-là. Il y a Ibn Khaldoun, et je termine sur ça, qui disait une chose, et je pense que c'est assez, ça fait le parallèle par rapport à nos pensées. Il disait qu'en fait, lorsqu'on présente quelque chose de nouveau, un paysage nouveau à l'être humain est content. Mais par contre, lorsqu'on lui présente un nouveau mode d'opération ou un nouveau mode de vie, il a tendance à ne pas accepter. Donc il dit en arabe, l'insan yuhibbu taghyir al-manadir wa la yuhibbu taghyir an-nadariyat. Donc il aime bien changer le paysage, ce qui est visuel, mais il n'aime pas changer ce qui est théorique, sur ce qu'il a été habitué en fait à vivre. Et donc nous, il faudrait qu'on s'ouvre vraiment l'esprit, qu'on débatte s'il y a des points négatifs, qu'on les relève pour améliorer ces idées-là. Et le dernier point qui rejoint aussi la proposition de mon ami, c'est que lorsqu'on parle de la politique, il y a 3 disciplines à mon avis qu'on a complexifiées de façon volontaire, c'est-à-dire sciemment. Vous avez la politique, l'économie et le droit. On a fait de ça des sciences comme si c'était inaccessible, alors que c'est tout le contraire, ça devrait être accessible à tous. Si vous ne comprenez pas l'économie, c'est grave. Si vous ne comprenez pas le droit, c'est grave, alors que c'est le droit qui gère notre vie. Et si on ne comprend pas la politique, c'est grave aussi. Donc notre travail à nous, c'est de vulgariser ces disciplines-là. Si vous êtes physicien, c'est pas en fait votre discipline qui va vous empêcher, votre métier qui va vous empêcher de comprendre la politique. La politique, ça doit être, comme l'avait dit notre camarade tout à l'heure, ça doit être la chose politique ou la chose sociale. Ça doit être accessible à tous et à toutes, y compris les personnes qui n'ont pas fait des études, etc. C'est antisocial et antidémocratique de mettre l'économie, le droit et la politique inaccessibles aux gens, alors que c'est les 3 disciplines qui gèrent notre société. Donc je termine sur ça. Merci à vous. Bon, donc maintenant, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Peut-être je vais passer à juste l'explication du Zerbaït Qalla. Comme ça, après, si vous voulez plutôt poser des questions là-dessus, on peut y aller. Alors, déjà, il y a une première phase, c'est les réunions de quartier. Il y a des quartiers où c'est très facile à faire parce que c'est des petits quartiers qui se connaissent tous. Par exemple, dans les douars, dans les villages, tout ça, c'est très facile. Tejmet existe. Les gens ont l'habitude de se réunir et même ils le font naturellement. Donc il suffit juste qu'ils se disent aujourd'hui on écrit nos problèmes et on va les lister et on fait le travail. Donc moi je pense que pour amorcer les réunions de quartier,
Dans les quartiers où c'est un peu difficile, il faut juste parfois aller voir les quelques personnes dont on sait qu'elles sont influentes dans le quartier et amener la chose un peu sous la forme du tqar'ij, en fait, parce qu'on sait qu'en Algérie, le tqar'ij, c'est un sport national. Et, ben oui, et c'est une grande part de la citoyenneté, le tqar'ij. Pourquoi? Parce que le contrôle citoyen, c'est ça, en fait. Donc, pour faire nos premières constituantes démocratiques à partir des quartiers, là où c'est difficile, vous pouvez faire jouer le tqar'ij. قال جيبوا لنا الدوسيات على هاد l'entreprise, هذاك المسيد, est-ce que داروا les travaux, les budgets, il y a toujours des infos. Donc ça, c'est, je veux dire, le DRS fait ça. Pourquoi nous on le ferait pas? Je veux dire, nous on est هم عندهم DRS, حنا عندنا الناس, حنا غاشي. Donc réunion de quartier, tqar'ij national en action. Parce que dans les réunions de quartier, justement, c'est ça dont on a besoin. On a besoin de savoir les choses qui clochent autour de nous. Tout ce qui cloche. Les trottoirs pas réparés alors qu'il y a eu un budget, les écoles délabrées, tout ça, tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Donc, on provoque une réunion de quartier. Ensuite, on vote des représentants de quartier. Chaque quartier va voter, donc il peut élire, puisque les représentants sont à côté de nous, donc on peut les contrôler tous les jours, ils ne sont pas dans des bureaux, c'est Ouled Houma. Donc chaque quartier va élire 1, 2, 3, 4, peut-être 5 même représentants, c'est pas un problème. Ok. Une fois qu'on a les représentants des quartiers, qui auront bien sûr au préalable récupéré de toutes leurs réunions de quartier les revendications des habitants et les points, les objectifs des habitants. Donc il y a des objectifs de contrôle, il y a des objectifs de vérification, etc. Donc tout ça, ce sont les représentants des quartiers qu'on appelle B1, B2, B3 et B4. Et B5, B6, bien sûr, ça c'est voilà, en fonction du nombre de quartiers qui composent la commune. Ils arrivent avec toutes leurs revendications et ils forment la ACCC, formation d'une assemblée constituante citoyenne communale. Ça veut dire que dans cette première assemblée constituante citoyenne, qui c'est qu'il y a? Il y a tous ceux pour qui on a voté, mais ça se passe au niveau de la commune. Donc, on a tous les quartiers de la commune avec chacun leurs revendications. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait une plateforme de revendications communes et des objectifs communs. On réunit. Et en général, quand on fait ça, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui se recoupent, que les quartiers ont presque tous les mêmes problèmes. En général, quand il manque d'eau dans un quartier de la même commune, ça manque d'eau dans l'autre, etc. Donc les problèmes se recoupent. Ça ne va pas être très long ni très dur d'arriver à des plateformes communes. Donc on forme cette assemblée. Cette assemblée constituante, quel est son rôle? Elle doit désigner des représentants. Est-ce que tu peux... voilà, la suite. Donc voilà. Mise en place d'une plateforme commune et désignation de représentants. Donc là, on applique le tirage au sort. Pourquoi on applique le tirage au sort? Parce que là, si on applique le vote, imaginez, juste mettez-vous en tête qu'on a une assemblée, d'accord, de quartier, de représentants de quartier. Si on vote, il suffit qu'il y ait un quartier qui vienne plus que d'autres, et ben ça va être qu'un groupe d'un quartier, et il va y avoir un problème de mais c'est de ci et de ça. Donc, le plus simple, c'est de faire un tirage au sort pour neutraliser toutes les histoires d'intérêt ou de conflits d'intérêt. Donc, au tirage au sort, on désigne des représentants de la commune, d'accord? C1, C2, C3, C4, ça c'est les représentants de la commune. On nomme une commission de contrôle citoyenne, pareil, par tirage au sort. Donc ils peuvent être 5, 6, 7. Eux, ils vont aller contrôler l'APC, d'accord? Donc c'est des gens qui vont... Alors les contrôleurs, ils peuvent être, bien sûr... Maintenant, on est en 2019, donc ils peuvent être avec des caméras, ça peut être en direct. Après, on peut parler de ça. Comment créer aussi les plateformes en ligne pour rendre compte des contrôles citoyens. C'est-à-dire que là où avant, on pouvait nous refuser certains documents, etc., là aujourd'hui, ça va être plus difficile parce que on va les cramer. Donc, tirage au sort pour la commission de contrôle et comité de vigilance citoyenne. Le comité de vigilance citoyenne, c'est lui. Lui, là, c'est lui qui ramène tout. Il ramène toutes les infos, il les liste. Après, il dit, voilà, il y a un problème sur tel chantier, il y a un problème sur tel terrain communal, il y a un problème de détournement là, il faut aller vérifier. Il va voir la commission de contrôle. La commission de contrôle fait son contrôle. Elle rend compte aux représentants communaux qui se réunissent et décident d'un blocage. Comment on bloque? Donc, par exemple, Haddad, عنده chantier في حومتي. كيفاش ندير معاه؟ ندير contrôle في la mairie, je demande
toutes les الوثائق اعطيوني الوثائق اعطيوني les autorisations اعطيوني les appels d'offres اعطيوني كلش ما تحبوش تعطيوني je bloque le chantier نجي مع حومتي ونبلوكي كلش ندرقد لكم هنايا c'est ça l'exercice du pouvoir citoyen c'est pacifique on est encore dans la silmia totale sauf que là on va les emmerder grave voilà vas-y continue juste un dernier truc pour vous dire que là, ici, C1, C2, C3 et C4, comme B1, B2, B3, B4, ils sont révocables, ils ont des mandats courts et non renouvelables, ils sont tenus de rendre des comptes. Donc il y a reddition des comptes à mi-mandat et en fin de mandat et même après. Ça veut dire même s'ils ont réussi à entourlouper, ils peuvent être contrôlés par la suite si on voit une irrégularité. Donc les filtres, il faut bien comprendre ça. La démocratie participative contrôle autant le pouvoir que le citoyen. C'est très important de comprendre ça. Le citoyen, là, celui qui est là, commission de contrôle, on a l'impression qu'il a du pouvoir parce qu'il est contrôleur. Mais non, en fait non, il est au service de eux qui sont au service de plus haut, enfin de plus bas en réalité. Parce que tout le monde se met la pression. C'est ça le principe de la démocratie, c'est de faire travailler ce qu'on appelle la vergogne. La vergogne, c'est la principale qualité dont on a besoin pour faire de la politique ou de la représentation politique. La vergogne, c'est ce qui fait que le mauvais comme le bon regard te donne envie de faire mieux, toujours. Donc, il faut bien comprendre que tous ces gens-là sont filtrés aussi. Et ils subissent le même nettoyage, la même hygiène que les élus ou là, les représentants. Voilà. Donc, mise en place d'une plateforme commune et désignation de représentants pour la daïra. Donc là, on est plus haut, d'accord ? Les représentants qui étaient plus hauts, c'était les C1, C2, C3, ils sont là. Ils font une autre plateforme commune de désignation des représentants pour la daïra. Donc ça va être toutes les communes de la daïra, ok, qui se réunissent et pareil, elles tirent au sort pour désigner des représentants intercommunaux, une commission de contrôle et un comité de tqar'ij intergalactique. Et donc, et donc là, on est au niveau de la daïra, d'accord ? Donc la première, c'est très important de comprendre pourquoi le schéma est fait comme ça, parce que on ne veut pas, nous, citoyens, on ne veut pas que cette commission de contrôle ait un lien avec l'autre. Ça, c'est du bni ammis. On ne veut pas que cette commission, la commission de contrôle citoyen, on ne veut pas qu'elle ait un lien avec l'autre commission de contrôle des communes. Et là, parce que c'est du bni ammis. Il peut y avoir tcherbiche, alors que là, non. Là, non. Chacun fait son travail de son côté et c'est très bien défini. En plus des filtres démocratiques qu'on y applique. C'est ça la cuisine démocratique. C'est pas forcheta qui m'a mizman. Voilà. Donc là, les représentants qui sont tirés au sort, les intercommunaux qui vont représenter chaque commune au niveau de la daïra, le comité de vigilance qui est censé ramener toutes les infos qui concernent la commission de contrôle citoyen de la daïra, et la commission de contrôle qui fait le même travail. Elle contrôle, et après elle revient vers les représentants et décide ensemble d'un blocage. Et après on bloque ou on bloque pas, et je pense que c'est le meilleur barrage qu'on puisse faire au pouvoir. Pourquoi ? Bon, je vais pas aller jusqu'au bout parce que c'est exactement le même modèle après pour la wilaya. On part des daïras et on arrive jusqu'à la wilaya. Ce qui est important de comprendre, c'est que le pouvoir, déjà, il est déstabilisé à cause de ces marches, à cause de cette révolution, on le sait. Il est en état de surveillance de ses intérêts en haut de la pyramide. Il est encerclé par des intérêts à la fois nationaux, transnationaux, occidentaux ou pas. Il y a aussi les Arabes. Enfin, il y a beaucoup de choses qui occupent le pouvoir algérien aujourd'hui. Donc je pense que c'est le moment ou jamais de lui faire barrage par le bas. Parce qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de nous comme ça. Vous voyez le modèle que je vous propose là ? C'est comme si on faisait 150 manifestations par jour. Parce qu'une manifestation dans la ville, c'est assez simple finalement à maîtriser. Surtout quand elles ne sont pas violentes et qu'il y a des gens civilisés comme nous, qui nettoient, qui chantent, qui font des belles pancartes avec plein d'humour, avec des couleurs. Ça devient presque une fête. Donc, les manifestations sont assez simples à canaliser et à mettre dans un coin finalement, à en faire presque un folklore. Alors que ça,
C'est très difficile. Parce que ça, il n'y a pas de lance à eau, il n'y a pas de chien, il n'y a pas de lacrymo, il n'y a pas de grosses forces de police qui peuvent arrêter ça. Et même, elles ne peuvent pas arrêter ça parce que ça, le modèle que je vous dis là, vous savez que c'est écrit dans notre Constitution? Ça existe dans notre Constitution. C'est écrit sans détail. Mais ça existe. Donc, on ne peut même pas dire que ça, c'est anticonstitutionnel. Non, pas du tout. C'est complètement constitutionnel, sauf qu'on veut rentrer dans le détail. Donc, juste pour vous dire que la Constitution, on va y arriver juste après, mais c'est très important de comprendre que la Constitution, c'est la mère des lois et que la Constitution sert à effriter et à affaiblir les piliers de pouvoir. Il faut bien garder ça en tête. La Constitution, c'est le code pénal des hommes politiques. C'est la loi, ça leur fait peur. Une constitution qui ne fait pas peur aux hommes politiques, ce n'est pas une constitution. C'est un couscous. Ils le mangent. Il n'y a pas de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour que les hommes politiques aient peur de la Constitution, il ne faut pas qu'ils l'écrivent. Et il faut que ce soit les citoyens qui l'écrivent et qui y inscrivent leur pouvoir citoyen, de contrôle, de désignation, etc. Parce que ça, c'est ce qui va faire que les politiciens vont être un peu plus propres, ils vont être contraints à faire leur travail proprement et à ne pas continuer comme en 40. Donc c'est très important, cette notion de s'intéresser à la Constitution. Et vous savez, on n'est pas le seul peuple qui se désintéresse de la Constitution. La plupart des peuples du monde se désintéressent de la Constitution. Par contre, il y a des gens qui, eux, sont très très intéressés par les constitutions, c'est les banquiers. Par exemple, la Constitution européenne, c'est une constitution de banquiers. C'est une constitution qui donne les pleins pouvoirs aux banquiers sans aucun contre-pouvoir. Donc nous, aujourd'hui, en Algérie, en 2019, si on réécrit notre constitution, et on doit la réécrire, pour différentes raisons que j'exposerai après, il est impératif, dans cette constitution, de mettre une colonne contre les banques et une colonne contre les médias. Parce que ça, c'est les deux pouvoirs, en plus de l'exécutif, du législatif et du judiciaire, qui sont très importants et qui représentent aujourd'hui des colonnes parfois même plus importantes que le pouvoir lui-même. Il faut comprendre que les banques, dans le monde entier, elles sont au-dessus des États. Elles ont des lois qui sont au-dessus des États. Donc ça, c'est bon. Peut-être que Hicham pourra en parler mieux que moi parce qu'il est dans le domaine. Mais c'est évident que toutes les colonnes de pouvoir doivent être abattues. C'est clair et net. Un pouvoir ne doit pas être laissé en l'état. En fait, à chaque fois qu'on laisse un pouvoir sans contre-pouvoir, il est abusé. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas d'exception, aucune exception. Même Gandhi, tu le mets dans un contexte où il a tous les droits, où il est privilégié, où il a 15 chauffeurs et je sais pas quoi, eh ben il va devenir comme eux. Il voulait Kemahoma parce que c'est comme ça, c'est le système. Voilà, donc le Zerbaït Qilla, il est là, c'est ça le modèle, à enrichir, à adapter aux différentes situations et surtout ne pas perdre de vue que c'est le début de notre reconstruction. Ne pas perdre de vue que l'exercice du pouvoir citoyen doit précéder toute constitution. C'est-à-dire que, de la même manière que ce n'est pas aux hommes politiques d'écrire la constitution, c'est la constitution qui doit enfanter le gouvernement et pas le contraire. On peut pas changer de gouvernement aujourd'hui sans changer d'abord de constitution. Parce que c'est la constitution qui doit créer le gouvernement, c'est elle qui doit faire plier n'importe quel gouvernement à l'organisation démocratique. Donc on ne peut pas, en fait, techniquement et philosophiquement et logiquement, on ne peut pas créer un gouvernement avant de créer la Constitution. Sinon, ça veut dire qu'on est anticonstitutionnel au moment où on crée la Constitution et qu'on fait de ce fait une Constitution qui est post-gouvernementale, donc dans laquelle le gouvernement fait ce qu'il veut. Et nous, on ne veut pas ça. On veut instaurer le pouvoir citoyen par les actes et ensuite l'écrire sur notre nouvelle Constitution. Mais pour l'écrire correctement, il faut qu'on pratique un peu. On ne peut pas parler de la natation sans avoir nagé un petit peu, c'est normal. Et il faut faire cet exercice. L'exercice de constituer, c'est quelque chose qui a l'air rébarbatif, ça peut paraître dur, mais en fait c'est pas dur. Parce que à chaque fois que vous isolez une question dans la Constitution et que vous y réfléchissez, vous allez voir que vous avez beaucoup d'idées là-dessus, beaucoup plus que ce que vous pensiez avant, ou que ce que vous auriez pu croire. Donc il ne faut pas avoir peur d'attaquer ce chantier. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais vous proposer. Je vais vous proposer qu'on travaille en direct, là, sur 2 articles de la Constitution, qui sont l'article 7 et 8, qui parlent justement de la souveraineté du peuple. Et ce qui serait bien, c'est que peut-être qu'on travaille par groupe, donc 2, 3, 4, 5, comme vous voulez,
Il y a des papiers, là, il y a des feuilles, il y a tout ce qu'il faut pour écrire. Et qu'on essaye d'améliorer ces articles pour les rendre proches du citoyen et pour s'aménager nous-mêmes un pouvoir citoyen à travers ces articles, puisque ces articles sont vagues. Alors, je ne sais pas si on peut les, si on peut les projeter. J'ai la clé là avec la Constitution. Attends. Voilà. Alors, hein? Ouais, voilà, elle est là. Alors, si vous voulez, on peut aussi faire comme une constituante. C'est-à-dire que, en fait, on va se partager, on va se distribuer les feuilles, d'accord? On va se donner 10 minutes, un quart d'heure pour écrire. Je crois qu'il y a un musicien qui est là, qui va pouvoir venir faire un peu de musique pendant qu'on réfléchit et qu'on écrit. Et après, on fait comme une vraie constituante. Voilà, après on fait comme une vraie constituante, c'est-à-dire qu'il va y avoir des magistrats modérateurs. C'est l'exercice le plus important. Oui, bien sûr. Oui. Alors s'il vous plaît, ne partez pas parce que cet exercice est super important. Tout ce que j'ai dit, ça ne sert à rien si on ne fait pas ça. Qu'on fasse au moins l'effort de regarder dans le détail. Alors est-ce qu'on fait un entracte maintenant pour qu'eux ils écrivent? L'essentiel c'est qu'on termine avant 4 mois et quart. Ok, classe. Ok, ça marche, ça marche. Toute initiative est bonne. Hein? Toute initiative est bonne. Oui, bah oui, il faut. Ouais. زرباخ قلع عندنا الظاهرات ديال واحد الاخرى راح يقولها لك. C'est clair, il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Il y a des divisions administratives. Oui. Oui. Ah, j'aime, ça m'intéresse. Oui. Avec plaisir. Oui. Mais ils sont dressés 14 ans de recherche. Ah, vas-y. Ce que vous développez là, Oui. là on le développe avec l'outil technologique. Mais c'est super. C'est super, je suis trop Cinquième content. génération. Eh ben, tu es en train de me donner des ailes. Ce système-là, Ouais. si ce n'est que là on le met, Ouais. on l'a lancé aujourd'hui comme un congrès national, à Versailles d'ailleurs, et on utilise. Ça c'est super. Bien sûr, c'est ce que vous. Regardez, vous coordonnez. Là, dans moins d'une heure. Votre email. Gmail.com. J'imagine que Mazir, c'est écrire. J'imagine. On n'a pas de chance. 147, 150. Ouais. J'ai pas mon stylo, je sais pas où il est. Tu peux marquer. Ça va? C'est bien? Hein? Pas tout de suite, après. Si on peut après, juste après. Amazir, ouais. ZIGH, K et 2. Voilà, à gmail.com. Voilà, mettre-les un email comme ça, je Groupement d'intérêt scientifique pour une nation technologique. GISIT. D'accord, super. Qui est trop fort et qui est trop établi et qui a beaucoup de cercles sur lesquels il s'appuie. Il y a beaucoup de sous-systèmes. Donc, la stratégie de ce modèle, c'est quoi? C'est de les attendre en bas de la pyramide. Eux, ils sont en haut et leur marché, qu'ils signent en haut, avec la chipa, avec la corruption, avec les pleins pouvoirs. En général, quand ils veulent les mettre en place, eh ben, ils viennent chez nous, ils viennent en bas de chez nous, dans nos communes, dans nos wilayas. Donc, si on veut commencer à effriter ce pouvoir, on doit récupérer les institutions et leur faire barrage. Ça veut dire que nous, on ne peut pas monter, mais eux, ils sont obligés de descendre. Ils sont obligés de venir sur notre terrain et c'est là qu'on va les attendre. Et c'est ça le vrai barrage citoyen. C'est en construisant ça qu'on va nous se renforcer et les affaiblir eux. C'est pour ça que je propose ça. C'est un combat qui évite d'abord la violence, parce que ce n'est pas un combat violent, c'est un combat politique. Le pire qui puisse arriver, c'est peut-être une petite expulsion d'une mairie de temps en temps. Et encore, c'est même pas sûr, parce que quand on est habitant d'une commune, en général, on se connaît tous. Donc même les gens de la mairie ou les gens de la commune, ils sont connus. Donc c'est très important de comprendre que ce modèle, il est à la fois salutaire pour nous et très stratégique.
il est très très stratégique. Je vais vous dire juste un dernier mot parce qu'après je dois partir. Je voulais vous raconter une petite histoire par rapport à la stratégie et par rapport à l'agenda. En fait, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on est traversé par plein d'infos, plein d'informations en Algérie, notamment par rapport à cette révolution, où on essaye d'embrouiller les gens. Ça veut dire qu'on essaye de nous empêcher de réfléchir en nous créant des espèces de petites pièces de théâtre au sommet, des pièces de théâtre sur le côté. Hier, au tunnel des facultés, ils sont allés voir s'il y avait une bombe. Bon, bref, il y a beaucoup de cinéma, d'accord? Ils sont en train de nous faire tout un truc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est pas seulement du cinéma, c'est leur agenda. L'agenda, c'est très très important que nous, on s'en détache. Non pas qu'on n'écoute plus ce qu'ils disent, c'est pas ça que je dis. Mais il ne faut pas se remettre à c'est bien d'analyser ce qui se passe, mais surtout ne vous accrochez pas à ça. L'agenda, c'est un principe de guerre. Il faut bien comprendre ça. Je vais vous raconter une histoire qui illustre très bien ça. Vous connaissez le hijra. Vous connaissez le hijra de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est parti, bah oui, mais sauf que, est-ce que des gens connaissent pourquoi il y a eu ce calendrier? Pourquoi est-ce que Rasoul, il a créé le hijra? Le calendrier était le hijra. Alors qu'il y avait déjà un calendrier lunaire chez les Arabes. Pourquoi il a fait ça, d'après vous? Alors, pourquoi il a fait ça? Je vais vous expliquer pourquoi il a fait ça. Avant, les Arabes avaient un calendrier lunaire. Vous savez que l'année lunaire a une carence de 11 jours par rapport à l'année solaire. Donc les Arabes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pour que les agriculteurs retombent sur leurs pattes, que le Rabi' ibqa Rabi' ou le Kharif ibqa Kharif, etc., ils rajoutaient un mois tous les 3 ans, ou tous les 4 ans, ils rajoutaient un mois qu'ils appelaient Shahr Nasi. Nasi, c'était ça, c'était la somme de ce que perd l'année lunaire en 3 ans, qui était Iaoudo, en fait, Iaoudo Shahr, pour retomber sur leurs pattes. Rasoul, quand il est arrivé, il a enlevé ce calendrier. Il a dit maintenant on va faire notre calendrier à nous et on ne va pas appliquer Shahr Nasi. Il a enlevé Shahr Nasi. Donc le décalage est permanent et jusqu'à aujourd'hui on a ce décalage. Mais pourquoi il a fait ça? Il a fait ça parce qu'avant il y avait ce qu'on appelle Ashhur al-Haram, c'est-à-dire que c'était des mois sacrés dans lesquels les Arabes ne pouvaient pas se battre. Ils ne pouvaient pas faire la guerre, ils ne pouvaient pas s'attaquer entre eux, ils ne pouvaient pas se faire d'embuscades, c'était interdit. Et bien avant l'islam, ça c'était à l'époque al-Wathaniya, etc. Donc les gens respectaient, toutes les tribus arabes respectaient ça, les Ashhur al-Haram. Et en fait, Rasoul, pour échapper à l'agenda de Ashhur al-Haram, il a créé le calendrier al-Hijra. Et il y a même une sourate dans le Coran qui dit An-Nasi ashad min al-kufr. Ça veut dire que si vous appliquez An-Nasi, vous êtes en train de déstabiliser l'État musulman. Donc c'est pour vous faire comprendre l'importance de l'agenda. Il faut que nous, on ait notre agenda populaire, citoyen, démocratique et qu'on avance comme une lame de fond. On va leur mettre une balayette historique. Et on peut leur mettre une balayette historique d'autant plus forte que je pense que beaucoup d'Algériens aujourd'hui se mettent à penser comme ça, se mettent à reconsidérer même leur façon de voir l'Algérie. Parce que cette révolution porte en elle nos différences, nos dissensions, nos conflits éventuellement. Et c'est là où je veux en venir. Toute démocratie porte en elle le conflit. Le conflit, ce n'est pas un problème, d'accord? On est tous en conflit, je suis sûr qu'on n'est pas d'accord ici. Dans la salle, je suis sûr qu'il y a plein de choses différentes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on s'attarde sur les conflits, ils nous font perdre du temps et de l'énergie. On est d'accord là-dessus. On peut parler sur un conflit pendant 8 heures et ne jamais tomber d'accord. Parce que plus on parle du conflit, plus on se cristallise, on se durcit. Donc, la meilleure façon de gérer les conflits dans une société démocratique, c'est quoi? C'est sûrement pas nifaq, c'est sûrement pas ne pas dire son opinion. C'est pas ça. Au contraire, il faut qu'on dise tous exactement notre opinion telle qu'on la pense, sans censure. Mais dès qu'il y a un désaccord, on le marque. On le marque. On ne le cache pas. On n'essaie pas de trouver un compromis pour qu'il n'apparaisse pas. Non, on marque. Et on continue sur ce qui est consensuel. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, quand on fait ça, dans une discussion, par exemple tous ensemble, si on discute et qu'on a quelques points de conflit et qu'on les met de côté, et qu'on a une grande partie de points positifs, c'est-à-dire qui sont des points de consensus, en fin de discussion, on va se retrouver avec quoi? Avec une montagne de consensus et un petit tas de zbel, un petit tas de conflits pas réglés, voilà. Et en général, ça, il y a un phénomène physique très naturel qui se passe, c'est que le gros tas, il absorbe le petit tas, et que les gens qui sont en conflit, eux-mêmes sont pressés de régler le conflit, parce qu'ils se rendent compte que ce tas, il est en train d'empêcher ce gros tas d'avancer. Et ça, c'est très important de comprendre que
Les conflits dans une démocratie, quand ils sont correctement gérés, quand on les met de côté, qu'on les confie un peu au temps, parce que tout le monde sait que quand on a un problème, quand on a un conflit avec quelqu'un, la première des choses qui règle le conflit, c'est pas lui ou vous, c'est le temps. C'est le temps. Le premier jour, je نضربو, le deuxième jour, je نبزق عليه, le troisième jour, je نعيط عليه, le quatrième jour, نسي نهضر معاه, le cinquième jour, بالك ننساه كاع. C'est possible ننساه, tu vois. Donc voilà, ما على باليش بيه. يخمم كما يخممو, نخمم كما نخمم. Donc il y a un moment très important qui est la gestion du conflit dans une société. Et attention, ce système, le système politique dans lequel on vit, est un spécialiste. C'est un fabricant de conflits. C'est pour ça que je vous dis ça. Ils fabriquent des conflits. Actuellement, ils fabriquent des conflits. Ils essayent de dresser les arabophones contre les berbérophones, les laïcs contre les islamistes, etc. Mais ils n'arrivent pas. Parce qu'on porte nos différences. Pour l'instant, on n'est pas en débat. La société est homogène, elle est en révolution. On n'est pas en débat. Donc, on ne rentre pas dans leur jeu. Mais attention, il y a des gens qui rentrent dans leur jeu et il ne faut surtout pas leur dire de se taire. Non, ne vous taisez pas. On va marquer ce que vous dites. On n'est pas d'accord, on va le marquer et on en discutera plus tard. Avançons sur ce qui est positif. Exactement comme quand on négocie un contrat. Par exemple, dans la musique, quand je négocie un contrat, je rencontre un producteur, il me dit, bon, je vais payer une partie du disque, je vais te distribuer, je te prends tant de pourcentage. Je vais lui dire, OK, ça c'est la première base de négociation, on est OK là-dessus. Après, on va parler de la durée d'exploitation, des points qu'il y a sur l'exploitation future, au-delà de 10 ans, au-delà de 15 ans. Ça, c'est les points qui peuvent être conflictuels. Mais ils sont encore plus conflictuels si on les aborde en premier. Si on les aborde en premier, tu ne vas même pas pouvoir avancer sur même pas le quart du tiers du contrat. Et en vérité, pour avancer sur ton contrat, tous les trucs où tu es d'accord, OK, OK, وهكذا تل صغير تاع با اوكي يبقى هذاك التل راح يتجبدوا الجبل c'est quasi sûr, c'est-à-dire c'est un phénomène physique. Donc n'ayez pas peur de confier les conflits au temps et surtout qui est très important, c'est que le consensus c'est une chose, mais ce qu'on construit comme consensus à partir des conflits, c'est le vrai consensus démocratique. C'est le vrai socle, parce que vous imaginez quand on règle un conflit de société et qu'on arrive à poser noir sur blanc le consensus qui règle ce conflit, mais c'est... Enfin, moi je trouve que c'est à ça que sert la démocratie. Elle sert aussi à nous soigner de ça, à nous apprendre à vivre ensemble dans la construction et dans l'acceptation les uns des autres et dans l'inclusion. La pensée constitutionnelle ou constituante plutôt, est une pensée inclusive. C'est-à-dire que ce n'est pas une pensée idéologique. Quand on écrit des articles de constitution, on pense à son droit propre et à celui de l'autre. On ne pense pas à son droit seulement. Par exemple, quand on parle de l'article 2 de la Constitution, c'est une vraie source de conflit. Pourquoi? Parce qu'elle dit que cet article-là, il dit l'islam est la religion de l'État algérien, la religion officielle de l'État algérien. Bon. Tous les musulmans qui entendent ça, pour eux, ça leur paraît normal. Mais ceux qui ne sont pas musulmans, ça leur paraît pas normal. Pourquoi? Parce que là, dans le contexte de la Constitution, la religion ou l'islam, ce n'est pas la religion. Dans la Constitution, l'islam, c'est un pilier de pouvoir, c'est une colonne de pouvoir. Elle devient une colonne de pouvoir. C'est-à-dire que quand tu dis l'islam est la religion de l'État algérien, ça veut dire que l'État algérien n'est l'État que des musulmans d'Algérie. Et nous, on sait aujourd'hui, en 2019, qu'il n'y a pas que des musulmans en Algérie. Il y a d'autres religions, il y a des gens athées, il y a des gens... Et ces gens-là, ils peuvent vivre ensemble. La preuve, ils sont ensemble dans la rue. Quand on pose le problème de la laïcité en Algérie, eh ben, c'est un faux problème. Parce qu'on est laïque intrinsèquement. On est laïque depuis des siècles. حنا depuis des siècles كاين اللي يصلي واللي ما يصليش كاين اللي يسكر واللي ما يسكرش ويقعدوا مع بعض وواحد ما يشارع واحد. Depuis quand nous on a cette mentalité de tribunal d'inquisition? Eh ben c'est depuis les wahhabites, depuis les années 80. C'est eux qui nous ont amené ça. C'est tout. Et il faut bien comprendre aussi que bon, après c'est un autre débat, mais il faut bien comprendre que le wahhabisme, il est arrivé en réaction à la révolution chiite en Iran. C'est-à-dire que c'est un problème de leadership dans le monde musulman. Donc il faut bien comprendre ça, que cette vague-là qui a transformé même le sens de la religion, eh ben, il ne faut pas qu'on la subisse. C'est pareil, c'est un agenda. Nous, notre agenda, ce n'est pas celui-là. Notre agenda, il est citoyen, il est algérien. Et je vais arrêter de vous saouler, je vais vous laisser écrire avec mon ami Hicham. Je dois partir, j'ai un avion, je suis vraiment désolé. Photo, oui, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on peut faire peut-être, c'est un selfie général avec tout le monde. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pour continuer l'atelier constituant, par rapport à l'article 7,
et à l'article 8, donc la réécriture de ces articles-là, je vous propose de faire comme une constituante, c'est-à-dire de marquer chacun votre nom ou un numéro, ça vous choisissez, vous pouvez faire des numéros, vous marquez un numéro sur un petit bout de feuille, vous le pliez, et on tire au sort les magistrats de la constituante. Là, aujourd'hui, c'est une constituante. Donc, comment on tire au sort les magistrats? Il va falloir quelqu'un qui distribue la parole et qui ne change pas de sujet, c'est-à-dire qui fait en sorte que le débat reste dans les clous du débat. Donc ça, c'est le modérateur. Après, tu as quelqu'un qui doit écrire, ok? Et il y a quelqu'un qui doit distribuer la parole. Donc, voilà, trois magistrats qui vont être chargés de gérer la discussion, de donner exactement le même temps de parole à tout le monde, égalité citoyenne et démocratique, et qui ne laisse personne dépasser, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est discipliné. Encore une fois, la démocratie, c'est pas n'importe quoi, c'est pas le fauda, c'est tout le contraire. C'est justement obéir à quelque chose qui n'est pas choisi par quelqu'un, mais qui est choisi par le destin, donc les tirer au sort. Donc ces 3 magistrats qui vont être tirés au sort, ils vont organiser le débat sur par exemple une demi-heure, et après, à la moitié du temps, on change de magistrat pour que ces magistrats redeviennent citoyens et que d'autres fassent la modération. Et vous allez voir que c'est très efficace et très très bien organisé et très démocratique. Merci beaucoup. Je t'ai laissé du boulot. Ah ouais, c'est ça, je vois ça. Tu m'as laissé quelque chose d'indémerdable là. Non, ce qui est bien, c'est qu'on désigne des gens qui vont